sizing up Anderson. Long three. Kyrie Irving. C'est parti pour la saison 2016-2017 avec une première nuit déjà très savoureuse et une semi-surprise victoire de 29 points des Spurs à Golden State, 129-100. Nous allons regarder un petit peu les stats principales de ce match, messieurs, avec 35 points pour Kawhi Leonard, 26 pour la Marcus Aldridge, Tony Parker, on va en reparler aussi un peu plus discret. Kevin Durant est à 27 points et dire bon pour sa première sortie avec sa nouvelle équipe. Messieurs, domination totale des Spurs. On va laisser la main aller à notre invité. Qu'est-ce qui a cloché pour ces Warriors ? C'est les grands débuts de Kevin Durant. Il y a une alchimie à trouver. Bon, Kevin Durant a été bon, mais en fait, c'est collectivement que les Warriors ont sombré. Ils ont complètement explosé dans la tenue de leur rebond défensif. Ils ont perdu trop de ballons. Ils n'étaient pas du tout là en défense. Et le banc a sombré aussi par rapport à celui de San Antonio. Ils ont vraiment souffert de la comparaison. En gros, on a vu une équipe qui était pratiquement déjà huilée et prête à jouer des deux côtés du terrain. Et de l'autre côté, une équipe qu'on annonçait invincible, mais qui se cherche en ce début de saison. Georges, c'était trop brouillon côté Warriors. Et comment tu peux appeler ça une semi-surprise ? C'est la surprise du siècle. Ah bon, j'ai peur, je croyais qu'il allait me dire que c'était pas une surprise. Tous les bookmakers et les grands experts de la NBA se retrouvent ridiculisés par ce résultat. Je ne peux pas te dire à tel point je suis ravi. Plus 29 sur le terrain de l'équipe où les bookmakers les donnent favoris historiquement comme on n'a jamais vu par le passé. Donc les bookmakers se trouvent ridiculisés. Les experts qui voulaient presque donner des titres à Golden State même avant que la saison démarre avec tous les records, etc. etc. Donc déjà, ça rend cette saison NBA beaucoup plus intéressante. Et je trouve ça fantastique. Il reste quand même 81 matchs de saison régulière à taper. Et je trouve ça génial. Donc bravo les Spurs. Ils ont 20 rebonds de plus, des rebonds offensifs à tir larigot. Ils sont à 50% à 3 points, 7 sur 33 à 3 points pour les Warriors. Et le banc, il n'y a même pas à comparer. Donc voilà où San Antonio gagne le match. Mais je vous avais dit la semaine dernière qu'avec leur métier, San Antonio, c'est le genre d'équipe qui voudrait faire un coup d'éclat pour justement ridiculiser les bookmakers et les experts. Ça, c'est vrai que il n'y aura pas de 82-0 pour les Warriors et ça rend encore plus intéressante, on a envie de dire, cette saison. Après, ça peut aussi leur enlever pas mal de pression sur leur début de saison d'avoir déjà perdu. Comme ça, la comparaison par rapport à l'équipe de l'année dernière, les 24 victoires de suite, on peut tout de suite oublier. Ils vont pouvoir passer à autre chose, se reconcentrer sur la défense déjà, parce qu'en prenant 129 points, même s'ils sont brillants en attaque, ils ne gagneront pas un match à ce niveau défensif, quoi. Après, on peut aussi tempérer en disant que du côté des Spurs, on a un match record de Leonard, on a un match record de Simons, donc ça, peut-être qu'ils ne feront pas ce genre de performance aussi tous les soirs. Oui, Jonathan Simons qui sort du banc avec 20 points, qui est la très belle surprise quand même de cette soirée en l'absence de Danny Green. Notamment Tony Parker, solide à la main, 9 points, 4 passes, 26 minutes, ça a été très sobre. Oui, mais c'est ce que Tony va faire cette saison, hein. C'est faire jouer les autres. De toute manière, maintenant, San Antonio, c'est un monstre à deux têtes. Les deux têtes s'appellent Kyrie Leonard, le Marcus Aldridge. On a entendu que Aldridge n'était pas très content de ne pas être considéré comme le numéro 1, comme c'était le cas à Portland. Mais là, on a vu que les deux peuvent très bien cohabiter. Même avec Kawhi qui met plus de points, j'espère que le Marcus Aldridge va se contenter de ses 26 points et 14 rebonds. C'est déjà pas mal, non? C'est pas mal. Et déjà, bon, c'était comme en playoff l'année dernière, c'est ces deux hommes-là qui portent l'équipe en attaque, plus ou moins en défense pour Kawhi Leonard, et les autres sont juste complémentaires. Mais c'est Simmons l'énorme surprise. Donc, record de carrière pour Leonard, je veux bien, mais Simmons à 20 points, personne n'aurait pu pronostiquer ça. Thomas. Ouais, non, il n'y a qu'un chiffre qui permettra de juger de la saison de Parker, c'est le nombre de victoires de son équipe. Là, il l'a annoncé, il est vraiment dans un autre rôle. Et moi, je l'ai trouvé malgré tout individuellement très bon au début du match. C'est lui qui met le premier panier, qui fait rapidement une bonne passe pour Pau Gasol. Donc en fait, il a participé à bien lancer son équipe. Et puis après, il est là pour amener son expérience maintenant.
Un petit mot sur... Par contre, Gasol n'a rien fait. Donc, c'est voilà. pas l'arrivée de Gasol qui fait que San Antonio gagne. En fait, c'est l'acquis collectif que possédait déjà San Antonio qui leur fait gagner contre une équipe complètement renouvelée, en fait. Un petit mot pour terminer sur ce match, sur le secteur intérieur de Golden State. On l'a dit, dominé largement au rebond. Est-ce que ça va être vraiment, on l'avait déjà dit un peu dans la preview, le gros point faible de cette équipe de Golden State? Et est-ce que ça va vraiment être là qu'il va falloir appuyer? On a senti quand même que Andrew Bogut a manqué, Thomas. Oui. Bogut, on l'a vu, un des tournants de la finale de l'année dernière, c'est aussi la blessure de Bogut. C'était un très grand gabarit qui était peut-être pas hyper athlétique, mais qui faisait valoir son envergure près du cercle en défense. Zaza Pachulia est plus un attaquant qu'un défenseur. Donc clairement, il manque de densité. C'était aussi un joueur très intelligent en attaque, dans la pose d'écran. Ça peut paraître anodin, mais bien poser un écran pour tous ces forts attaquants, c'est hyper important. Donc c'est sûr que Bogut va beaucoup leur manquer. Même s'il ne jouait que 15 minutes par match en moyenne. Mais il était toujours là au début pour lancer sur les bons rails avec ses qualités, contreur, écran et passeur. Parce qu'il fixait à l'intérieur, il sortait des ballons, vous êtes à 3 points tout seul face au cercle, c'est le meilleur shoot. Donc Bogut était très important et son absence en finale était aussi décisive que l'absence dans le match 5 de Draymond Green. Pachulia peut faire des écrans, il peut mettre un peu de points, mais on a vu qu'il est collé au sol. Alors peut-être JaVale McGee sera obligé de jouer un peu ce rôle de contreur, comment on appelle ça? Oui, il peut le faire de dissuasion oui, c'est avec ça. son envergure. Comme faisait Festus Ezeli et Bogut. On va passer au match suivant. Alors, chronologiquement, il était avant. C'était Knicks Cavaliers, le premier match du champion en titre. Parce que oui, le champion en titre, c'est quand même les Cavaliers. On n'en parle pas beaucoup. Ils se sont imposés face aux Knicks. Les stats de ce match, on va les avoir à l'écran également. Avec un Carmelo Anthony à 19 points, Derrick Rose à 17. Mais surtout, un LeBron James en triple-double, 19, 14, 11. Kyrie Irving, Kevin Love, ça a tourné derrière. Et là, messieurs, on a envie de dire, ça a quand même tourné à la démonstration côté Cleveland qui s'impose comme le champion. Ils ont les bagues. Et c'est rare, parce que très souvent, quand il y a ce fameux match du champion où on distribue les bagues, on monte la bannière, on fait la célébration, des discours à droite et à gauche, et après, quand le match démarre, plus de jus, et après, les champions titres sont ridicules. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est le même écart, 29 points, que San Antonio sur le terrain de Golden State. Bon, là, c'est plus logique, à la maison, une équipe de New York complètement remaniée et pas du tout en place, ça c'est vu. Et ce que j'ai vu, c'est le triple-double de LeBron. Je le vois faire des stats comme ça cette saison, mais pas chercher à marquer beaucoup. Il va jouer moins et il va laisser le rôle de numéro 1, la star de l'attaque, à Kyrie Irving, qui a déjà joué ce rôle avec 29 points et 4 sur 7 à 3 points hier soir. Thomas, LeBron à 28-8 et Kyrie à 25 points. C'est tout à fait possible. Pour la petite anecdote, c'est le premier triple-double en ouverture de la saison depuis 2006 et Jason Kidd, je crois. Vous avez lu Basket USA, mon cher. J'en ai lu plein, toujours. C'est bien. Non, et puis encore une fois, là, c'est une équipe très peu, dont les joueurs majeurs ont très peu changé, qui se trouve tout de suite. Kevin Love a été très bon aussi. Donc le Big Three de Cleveland est là. LeBron a fait du LeBron, quoi. Et effectivement, c'est probablement ce à quoi il faut s'attendre. Alors, parlons un peu de ces Knicks que beaucoup de monde attendait. Joachim Noah est à 0 points en 20 minutes avec 6 rebonds et 3 passes, 19 points pour Melo, on l'a dit. Il y en a 16 pour Porzingis, 17 pour Rose. Est-ce que... alors, Georges, tu n'avais pas l'air du tout convaincu quand on a dit 2 mots il y a un instant, d'ailleurs. Ces Knicks, ça avait l'air pas en place. Oui, c'est ce que nous avons dit, ou j'ai dit la semaine dernière. Je suis très dubitatif pour les Knicks et pour les Bulls. Donc, recrutement avec des noms marquants et on va dire, des anciennes stars. Donc, il va falloir, et Noah l'a dit après le match, beaucoup de temps pour mettre tout ça ensemble pour que ça fonctionne. Donc, forcément, face à Cleveland, qui a gardé intact plus ou moins les joueurs les plus importants de la saison passée, ils ont été très, très légers. Noah a diminué physiquement. Est-ce qu'il va retrouver la grande forme un jour? Je l'espère, mais j'ai des doutes. S'il n'est pas en forme le premier match de la saison, c'est déjà inquiétant. En pré-saison, il a peu joué et il revient de ses problèmes de l'épaule et ailleurs. Je pense qu'il est usé, le garçon. Et après, il y a Rose qui refait le Rose de ses dernières saisons à Chicago. C'est-à-dire qu'il est à moins 19 en statistique, plus-moins, quand il est sur le terrain. Ce n'est pas uniquement
sa faute. Il fait 7 sur 17 au tir. Mais très honnêtement, cette équipe de New York est très très loin du niveau de Cleveland. On va terminer avec le troisième match de la soirée qui était le plus serré. Pourtant, même si c'est celui dont on parle le moins, les Blazers ont battu le Jazz 113-104. Les stats, encore une fois, avec un Damian Lillard énorme. On va reparler de lui un petit peu en fin de news, donc on va l'éviter pour le moment. 39 points. Et puis, messieurs, un Rudy Gobert qui est probablement le meilleur Français de la nuit. 12 points, 14 rebonds et 2 contres. Dans son rôle, on a envie de dire, Thomas, de encre défensive de Utah. Ouais, et puis on attend beaucoup de Rudy cette année. L'année dernière, on pensait que ça pouvait être la saison de l'explosion après sa deuxième moitié de saison extraordinaire en 2014-2015. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Il avait été ralenti par des blessures. Donc c'est vrai que cette année, on attend de lui qu'il soit en double-double, qu'il soit le leader. La franchise d'Utah en a fait le visage de la franchise, placardé en gros sur le... Mais pas encore le contrat. Visage de la franchise, il faudrait le contrat pour confirmer ça. Je pense que ça viendra. Mais là, Utah a souffert, même si Gobert a été bon, a souffert des absences de Gordon Hayward et Derek Favors. C'était un peu... Oui, parce que Georges Borisdio était titulaire. Alors il y a une absence évidemment de Derek Favors qui a contribué à ça. Il met 2 points. Il met 2 points, c'est vrai. En plus de 30 minutes, il est maladroit. Oui, 1 sur 8. Mais de toute manière, c'est clair que sans Gordon Hayward blessé au droit, le début de saison va être forcément laborieux. Mais bon, je vois Rudy confirme les quelques gros matchs qu'il a fait en pré-saison où il avait approché même les 20 points. Donc on dit en défense c'est un des meilleurs, mais en attaque il a tout à prouver et tout à apprendre. Et là il montre qu'il y a une progression. Je pense qu'avec Boris derrière lui pour pousser, il fera des doubles-doubles très très souvent. Et je pense qu'il peut même dépasser assez souvent les 15 points. Hood 26 et Joe Johnson. Le nouveau joueur 29, ça c'est hyper positif parce que ce score est trompeur. À 1 minute de la fin, il y avait plus 1 pour Utah. C'était très sérieux en effet. Voilà, et donc c'est un 3 points de Lillard qui renverse cette situation et après ils ont mis les derniers points dans la dernière minute. Mais Utah aurait très bien pu gagner à Portland. Allez, on va revenir dans l'actualité un peu plus froide, entre guillemets, avec la retraite de Ronny Turiaf. On voulait en dire un mot, puisque c'est désormais officiel. Le Français quitte les parquets. Il n'avait plus joué depuis le 14 novembre 2014, donc ce n'est pas franchement une surprise. Drafté par les Lakers, 37e position en 2005, opéré du cœur dans la foulée. C'est une histoire assez folle. On va voir ses stats en carrière. Et on va dire un petit mot quand même, messieurs, sur la révérence de Ronny Turiaf. Alors, quasiment 5 points et 4 rebonds par match, avec un bloc et demi. Quelle trace il laisse aujourd'hui en NBA, Ronny Turiaf, Thomas? Ronny, au-delà du joueur et de ses performances individuelles, ce qui est impressionnant, c'est les noms qu'il a côtoyés. Et au cours de ses 10 ans, il s'est retrouvé dans des bonnes équipes. Il a été un très bon coéquipier et même un proche de Kobe aux Lakers. Coaché par Phil Jackson, avec Pau Gasol. Il a gagné un titre avec Miami de la grande époque, avec les trois Amigos. Partout où il est passé, il était apprécié. Dans un rôle d'energizer en sortie de banc sur le terrain, mais en fait c'est surtout la camaraderie, la façon qu'il avait de se faire apprécier de ses coachs et de ses coéquipiers qui définissent sa carrière, quoi. Georges, on retient le tourneur de serviettes alors? Oui, en fait, c'est le troisième larron ultime. Le trio, c'est Tony Parker, Boris Diaw, Ronny Turiaf, INSEP, l'équipe de France junior, l'équipe de France senior. Et après, il a joué ce rôle un peu de grand copain de Kobe, des stars de Miami. Il a toujours fait avec intelligence. Il a pris des rebonds. Il a fait le sale travail pour mettre en valeur les stars. Et il faut des joueurs comme ça, des entre guillemets porteurs d'eau à tous les niveaux. Il a fait 7 franchises. Je pense qu'il n'y a pas un club où il n'a pas été apprécié parce qu'il a une personnalité très attachante, l'antillais. Donc il a fait une belle carrière. Ça ne se voit pas trop dans ses stats. Mais honnêtement, il a fait une belle carrière. On termine avec la déclaration de la semaine et on va revenir sur Damian Lillard, dont vous l'avez promis. La déclaration de la semaine, elle est signée Steve Kerr, le coach des Warriors. Damian Lillard va remporter l'élection, c'est mon pronostic. On ne parle pas de la présidentielle, même si on préférerait qu'il gagne plutôt que Trump ou Hillary. Lillard président, c'est pas mal. Mais non, Greg Popovich serait mieux. Greg Popovich serait pas mal également. Lillard MVP, donc messieurs, il a donné un grand oui, en tout cas, à sa candidature. Avec ce premier match à 39 points, est-ce que ça vous paraît faisable, Lillard MVP? Déjà, il l'avait annoncé lui aussi. Il le veut aussi, ouais. Steve Kerr l'a dit, mais Lillard a dit lui-même que c'était son objectif.
Pour revenir sur la déclaration de Steve Kerr, je pense que, comme on dit en politique, il cherche aussi à allumer un contre-feu pour qu'on arrête de lui poser la question de savoir si c'est Stephen Curry ou Kevin Durant qui peut être MVP. Après, Lillard... Ou Draymond Green ou Klay Thompson. Ils ont 4 candidats. Après, Lillard, 39 points sur son premier match de la saison. Personne n'avait fait mieux depuis Jordan, je crois, avec 13 sur 20 au shoot. Pour moi, c'est possible à 2 conditions. Lillard MVP, il faut d'abord que les Blazers finissent dans le top 4 de la conférence Ouest, parce que si on n'est pas dans le top 4 de sa conférence, de toute façon, on est pratiquement automatiquement éliminé de la course. Et deuxième chose, Lillard doit progresser sur son pourcentage au tir. L'année dernière, il est à moins de 42% au tir, il est à moins de 37% en play-off. Donc en fait, la marge de progression se trouve là, c'est-à-dire dans la sélection de tir, savoir quand il joue pour lui, quand il fait jouer. Pour le reste, c'est un des très très grands talents de basket de la NBA. On va voir les stats de Damian Lillard de l'année dernière pour se donner une petite idée. 25 points, quasiment 7 passes et 4 rebonds. Georges, c'est qui les adversaires de Damian Lillard? Alors pour ce titre, même si on en reparlera du MVP dans la saison, Oui, mais c'est LeBron, Curry, Westbrook, grosso modo, Paul George. Non, pour moi, c'est James Harden et Russell Westbrook, James les Harden deux aussi, candidats. Parce que je pense que Harden va être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus leader dans le jeu de Mike D'Antoni. Il aura tous les ballons, il va mettre ses 25 points ou plus et 10 passes décisives. Donc statistiquement, il va mettre la barre très haute. Et par contre, Westbrook aussi, parce qu'ils vont avoir énormément de responsabilités. LeBron, j'y crois pas parce que j'ai dit tout à l'heure, il va jouer moins, il va laisser un peu la vedette à Kyrie Irving. Je pense que chez ces trois-là, on trouvera le MVP. Allez, une très bonne lutte qui s'annonce. Nous, on passe au